Bonjour et bienvenue dans l'émission Portrait de sportif. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de l'athlétisme et plus précisément dans le saut à la perche avec deux talents normands. Ethan Riouet, 21 ans, en master de littérature générale et composée, qui prépare le concours de professeur de français tout en pratiquant l'athlétisme depuis 15 ans dans 8 années consacrées à la perche. Il défend le club athlétique de Montreuil. À ses côtés, sa petite sœur Armelle, 17 ans, terminale générale, future étudiante en psychologie à Caen avec l'ambition de se spécialiser dans l'étude des criminels. Elle pratique l'athlétisme depuis 7 ans, dans sa 3e année de perche après une pause escalade pendant le Covid et défend les couleurs du Rouen Normandie Athlétisme. Frères et sœurs, sportifs de haut niveau et personnalités passionnantes, comment concilient-ils perche et études, projet de vie? Leur complicité familiale booste-t-elle leur performance? Réponse dans ce portrait en immersion. Bonjour Ethan, bonjour Armelle, merci à vous d'avoir accepté l'interview et de vous prêter au jeu de l'émission pour ce premier épisode de Portrait de sportif. Pour commencer ce portrait, on va revenir aux origines de votre histoire avec l'athlétisme et les premiers moments qui ont marqué le début de votre parcours sportif. Première question un peu, dirais-je, basique. Comment est-ce que vous résumeriez votre parcours respectif en une phrase? Ethan, je te laisse commencer comme tu as le micro dans la main. Comment je résumerais mon parcours sportif? C'est une très bonne question. Je dirais rocambolesque. Je n'ai pas d'autre mot. Et pourquoi? J'avoue que je pose la question, pourquoi rocambolesque? Parce que j'ai commencé la perche, tout se passait bien. Et puis il y a 2 ans, j'ai eu une blessure au doigt assez importante. Donc ça m'a fait une coupure d'1 an environ. Et là, je suis en train de revenir de mieux en mieux, donc c'est bien. Mais entre ça et puis le changement d'entraîneur lié aux études, ça a fait que c'était un peu rocambolesque, mais on est toujours là. Rocambolesque est le mot à retenir de ce début d'émission pour Ethan. Et toi Armelle, comment est-ce que tu résumerais ton parcours en une phrase? Alors moi aussi je vais choisir un mot parce que j'ai pas tellement de personnalité. Alors je vais choisir le mot détermination parce que pour moi dans chaque sport il faut la détermination et particulièrement au saut à la perche. Et à quel moment est-ce que vous avez tous les deux compris que l'athlétisme, ça allait prendre une vraie place dans votre vie? Moi, c'est quand j'ai passé la barre des 3 mètres 04 plus précisément. C'était en octobre, il y a 2 ans, il me semble. Oui. Il y a 2 ans. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est parti. Oh là, dans le micro, elle était. Et non, ça a toujours été une envie de faire de l'athlétisme. Mais je pense que le vrai moment où je me suis dit je ne lâcherai pas ça, c'est à mes premiers championnats de France, quand j'avais 17 ans. Je les ai faits avec mon père, il était venu me voir. Et là, on avait vécu quelque chose d'assez fort et je me suis dit il faut que je fasse ça le plus possible parce que vraiment, émotionnellement, c'était fou, quoi. Ok. Quels sont vos premiers souvenirs liés au sport? Plutôt solo, plutôt en famille, entre frères et sœurs? Lié au sport, moi j'ai pas tout de suite commencé par de l'athlétisme, j'ai fait un peu de gymnastique et de judo. Bon, le judo c'était visiblement pas ma vocation, mais au début c'était principalement, j'ai beaucoup de souvenirs avec ma mère, comme elle était gymnaste. Donc quand j'étais petit, elle m'emmenait faire de la gymnastique, c'était super. Et puis après avec Armelle, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé plus tard, donc moi je dirais que mes premiers souvenirs c'est vraiment avec ma mère en faisant de la gymnastique en étant petit, je vais avoir 4 ans, 5 ans, voilà. Et donc moi aussi c'était plutôt individuel. J'ai fait de la danse moderne jazz quand j'avais 7 ans il me semble. Et après j'ai fait du tennis pendant 2 ans. Mais sinon en termes de souvenirs avec Ethan, c'était quand on était au club athlétique Cauchois à Yvetot, c'est ça? C'est vrai. Et donc je me rappelle de toutes nos premières compétitions ensemble dans ce club-là. Finalement, votre souvenir commun, c'est un peu le club athlétique Cauchois, pardon. C'est vrai. C'est un peu ça. C'est vrai. Et est-ce que l'athlétisme, du coup, ça a toujours été une évidence des jeunes ou effectivement, à travers vos différents sports que vous avez pratiqués, c'est venu plus progressivement? C'est venu plus progressivement, du coup, Oui. on peut le dire, voilà. Et comment est-ce que vous décririez votre duo frère-sœur en dehors du sport? Rigolo. Fusionnel, très fusionnel. On est très complices. Et puis on est un peu amis, tu vois.
on est un peu meilleurs potes. C'est plus finalement qu'un lien familial, il y a un vrai lien, un lien fort entre vous. Mais je rentre à la maison de temps en temps, on fait des soirées où on joue aux jeux vidéo ensemble, quoi. Donc c'est cool. C'est difficile, c'est un lien vraiment particulier finalement que vous avez entre vous. Ouais, je sais pas, c'est mon double en fait. Oui, ça c'est bien. On est un peu double, on se complète. Phrase à retenir finalement, vous êtes double chacun, vous complétez l'un et l'autre et vous associez. Mais rigolo, c'était pas mal. Derrière chaque sportif, il y a souvent un environnement, un cadre et surtout une famille. On va donc s'intéresser à la place qu'elle occupe dans votre évolution. Première question, c'est qui a donné l'impulsion au départ pour vous inscrire à l'athlétisme? Alors moi c'est plutôt Ethan, je dirais pas que ce sont les parents. Après papa est quand même dans l'athlétisme depuis un moment, mais non, je dirais quand même Ethan. C'est Ethan qui m'a guidée vers l'athlé parce que j'étais souvent dans le tennis et je me suis dit j'arrive pas à trouver vraiment ma place dans ce sport. Et je cherchais et puis un jour j'ai suivi Ethan à l'entraînement et j'ai trouvé ma place dans l'athlé grâce à Ethan. C'est ça, mais en fait il nous a un peu suivi notre père parce que pour passer le temps lors de compétitions il s'amusait. Il était juge. Et puis là, il a gravi les échelons, il est devenu fort, il a fait des examens et il a participé aux Jeux Olympiques il y a 2 ans en tant que juge, donc ça c'était... C'est plutôt cool. Ah ouais, sympathique. Comme parcours, c'est plutôt pas mal. C'est ça. Mais moi, je sais pas trop. J'ai juste le souvenir que quand je devais avoir 5 ans, mes parents regardaient je crois que c'était les championnats du monde de saut à la perche à la télé. Et je m'étais retourné en me disant mais est-ce que ça c'est un sport ça? Et du coup j'avais eu envie de faire ça, donc on était parti à Yvetot et puis derrière Armel, on l'emmenait là-bas aussi. Comme on était des enfants assez avec beaucoup d'énergie, tu vois, il fallait canaliser, il fallait courir, donc c'était le meilleur moyen finalement. Ok, c'est plutôt intéressant finalement. Est-ce que le fait d'être frère et sœur, ça a aidé à se motiver et créer parfois une pression bienveillante ou peut-être des fois une pression un peu plus sportive à se dire là faut que j'y arrive parce que mon frère ou ma sœur y arrive? Alors personnellement, je me suis jamais vraiment comparée négativement à Ethan. Je me suis toujours inspirée de ses sauts et je me rappelle, je prenais ses sauts et je retournais la caméra parce que je saute en gauchère et effectivement le bras quand on appuie avec la perche, c'est pas le même, donc je me rappelle que j'ai inversé ces vidéos pour essayer d'apprendre un peu en technique, mais j'aurais pas d'autres comparaisons. En fait, le truc qui est assez, qui est bien, c'est qu'on a un sexe qui est différent. On aurait été 2 garçons. Ouais. Je pense que si mon petit frère devenait meilleur que moi, ça aurait été je sais pas trop comment j'aurais vécu. Mais là, finalement, la seule pression qu'il y a pu avoir à un moment, c'était pour faire des championnats de France ensemble. Ouais. Mais c'est plus dans la mesure où il fallait parce que comme elle s'était qualifiée avant moi, il fallait que je m'y qualifie. Mais en fait, elle saute et en fait, peu importe, moi je souhaite qu'elle aille le plus haut possible, tu vois, même si elle fait des sélections et que j'en fais pas, c'est excellent. Enfin. Au contraire, t'es heureux plutôt même pour ta sœur, le fait qu'elle puisse y arriver, même si toi tu n'y arrives pas forcément. Et est-ce que vous entraînez même parfois ensemble? Et si oui, est-ce que cela change la manière de vous entraîner par rapport à quand vous êtes tout seul? On s'entraîne ensemble assez rarement, hein. Ça fait longtemps. Mais on a déjà fait quelques séances quand je venais à Rouen. Moi, ça me change pas grand-chose en fait, puisque l'ambiance à l'entraînement est toujours un peu la même. Mais non, parce que tu vois, on arrive sur le sauteur de perche, c'est cool, tout le monde est décontracté, donc qu'elle soit là ou pas, moi c'est comme d'habitude en fait. Finalement, ouais, peut-être même ça peut te motiver. Oui, c'est sympa, on regarde les sauts, on se filme un peu, c'est cool. Et toi, Armel? Moi, je pense qu'on a tous un groupe de perche, que ce soit à l'entraînement ou même en compétition, on se connaît un peu tous dans les régions. Et c'est vrai qu'Ethan, de temps en temps, ça serait bien qu'il vienne à l'entraînement, mais c'est vrai qu'il est loin, il est à Paris, alors c'est un peu compliqué avec le travail, etc. Mais on a tous notre groupe, donc on n'a pas de manque, en fait. Ouais. Et question un peu que moi je me pose, qui conseille l'autre le plus souvent? C'est la question un peu que même beaucoup de personnes pourraient se poser. Qui conseille l'autre quand on fait la même passion comme ça de la perche? Moi, je pense que c'est Ethan, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de technique que moi, et je peux pas dire grand-chose, en fait. Le truc... Enfin, des fois, tu vois, elle m'envoie de ses sauts, elle me pose des questions sur parce qu'elle s'auto-analyse pas mal, donc on en discute.
Mais le truc qui est bien quand on est sur des compètes, c'est que elle a l'œil aussi, tu vois. Elle a presque l'œil du coach. Donc, si je lui montre mes sauts, elle sait conseiller, elle voit ce qui va pas. Donc Donc, finalement, vous conseillez mutuellement, il n'y en a pas un qui Non, conseille pas- plus que l'autre. mais peut-être moi plus sur des conseils de l'apprentissage de la technique. Mais en tout cas, quand on analyse nos sauts, on regarde nos vidéos, on se dit ouais, j'aurais peut-être fait ça, machin, et puis ça devient un échange, tu vois. D'accord. Ok, c'est plutôt pas mal finalement. Dans la famille, qui est-ce qui suit le plus vos résultats et vos compétitions? C'est difficile à dire, hein, parce que les deux parents sont au taquet. Les deux parents sont sur la piste à juger, ou ils sont derrière leur téléphone à regarder les résultats. Donc c'est Donc ils surveillent assidûment c'est exactement vos ça. résultats. Et ils sont plus stressés que nous, je pense. Oui. Derrière point-là le téléphone. Ah ouais, ouais. Oui. Quand Ethan il est en compétition et que je suis avec maman à la maison en train de regarder les résultats en direct, mais elle est dans tous ses états. Genre hier. Genre hier. Donc, Hier que tu as fait une compétition, rappelle-nous un peu la compétition que tu as fait. C'était les championnats départementaux, et en fait, elle regardait, parce qu'on avait les résultats en direct. Donc je commence à 4,40 m. C'est déjà pas si mal. Ça va, sauf qu'après je fais une impasse assez grande, je passe de 4,40 à 4,80 direct. Et alors du coup, Ah oui, effectivement, on est quand même sur une sacrée différence. ouais, je pense que là maman a été un peu... Elle pensait que les juges avaient fait une bêtise. Mais non, tout va bien. Mais après, moi je pense que papa, enfin, l'implication émotionnelle est la même, je te dirais, mais j'ai l'impression que notre père est vraiment plus dans le truc. Déjà parce qu'il part tous les week-ends en compétition. Donc, finalement, c'est un peu son deuxième monde en dehors de son travail de prof finalement. Exactement. Ouais, c'est devenu sa passion, donc il fait des compétitions, donc il est plus dans il va être plus dans la connaissance technique, tu vois. Mais notre mère va s'intéresser tout autant que lui. Exactement. Ouais. Ok, ouais, donc finalement, c'est vraiment très différent. C'est ça. Ils partagent votre passion à travers vous, mais Oui. chacun a une échelle différente de l'autre. C'est ça. Ok. Comment est-ce que vous vivez le soutien de votre entourage avant les grands rendez-vous? Est-ce que vous avez besoin vraiment d'être rassuré par votre famille, ou plutôt je me mets dans ma bulle, je suis seul et je me concentre sur la compétition qui arrive? Moi, je préfère être seule. J'aime pas avoir des gens autour de moi qui me disent allez, mets-toi ça, fais ça, mange ça, dors tôt. Enfin, je préfère gérer moi-même mon stress et ce qui va se passer le lendemain plutôt que avoir une pression en plus. J'ai l'impression d'avoir une pression en plus et ça me stresse tout simplement. Moi, c'est tout l'inverse. Hein. J'aime pas avoir de rupture. De toute façon, je me dis que peu importe la compétition, parce que soyons clairs, la compétition la plus stressante, c'est les championnats de France. Donc, Ça reste effectivement, c'est déjà du très haut niveau, le championnat de France. En vrai, c'est sympa. Et du coup, veille de championnat de France, je fais comme si tout était normal, tu vois. Puisqu'en fait, en étant décontracté, on arrive bien. Bon, je m'étais promis de dire ça lors de l'interview, mais avant les compètes aussi, technique très simple. La veille au soir, j'ouvre Clash Royale, je joue à Clash Royale avec mon meilleur pote, on se détend. À la fin, il me dit, bon, t'es stressé? Je lui dis un peu, il me dit, non, mais tout va bien se passer, et tout va bien se passer. Et tu vois, donc, mais non, je sais pas, parce qu'après, si tu crées quand tu as des rendez-vous importants, si tu crées des stops, ça augmente la pression. Alors qu'en fait, il suffit de faire ce que tu sais faire habituellement, peu importe. Même si ça reste une grande compétition, Oui. finalement, il faut dire c'est une compétition de plus, entre guillemets, Exactement. même si elle a une importance forte. C'est ça. Et se dire ça va aller, ça va faire comme les autres, ça va très bien se passer. Exactement. Et tu l'apprends avec le sourire, comme d'habitude. Et puis, mais après, c'est facile à dire. Mais C'est toujours les dictons, c'est les choses qui sont plus Voilà. faciles à dire qu'à mettre en place, C'est ou ça, qu'à c'est faire ça. finalement. C'est ça. Vous avez tous deux choisi une discipline exigeante et spectaculaire, le saut à la perche. On va comprendre ce qui vous a tiré vers cette spécialité en particulier. Première question, c'est pourquoi avoir choisi le saut à la perche plutôt qu'une autre discipline, alors que vous avez tous les deux de très bons records dans l'athlétisme en général. Toi, Ethan, tu as 1m59 en hauteur en 2018, 5m02 au saut longueur en 2019 et 16 secondes 79 au 110 mètres en 2024. Tu rigoles, mais pour un minime, c'était pas mal ces perfs. Ah oui, C'est pas mal, hein. C'est pour ça que je me suis permis de les prendre. Et pour toi, Armel, on est sur 7,90 au triple saut en 2020, 3,88 m au saut longueur en 2021 et 7 secondes 80 au 50 mètres en 2023. On est Donc bien. finalement, on est quand même sur d'autres bons records dans l'athlétisme en général. Alors pourquoi s'être spécialisé dans la perche? Mais moi, au début, je faisais pas mal de haies et un peu de triple saut. Mais moi, je te dis qu'en fait, quand j'ai vu Renaud Lavillenie sauter à la perche quand j'avais 6 ans, je me suis dit, enfin, tu vois, j'étais ébahi. Je me suis dit, c'est un truc de fou. Il faut absolument qu'on essaye ça.
Le truc, c'est qu'au début, à Yvetot, on n'avait pas les installations nécessaires pour sauter. Donc, il a fallu attendre de venir à Rouen. C'est pour ça qu'avant, on a fait toutes les disciplines possibles, tu vois. On a Un peu toutes les disciplines Ouais. qui composent l'athlétisme en lui-même. Exactement. Sauf un peu moins les lancers. On est quand même passé par là. Et vous êtes passé par là, pour avoir regardé vos statistiques. Non, vous êtes vraiment passé par là quand même. Vaut mieux pas. Mais on n'a pas fait de marche, tu vois. Mais on a goûté à tout le reste. Et puis, mais je sais pas, moi, la perche, c'était vraiment que. Il y avait un côté. Enfin, moi, j'étais comme un dingue quand j'avais vu ça à la télé, quoi. Donc, je me suis dit, il faut qu'on essaye. Et comme on est un peu fou et acrobatique, pourquoi pas. Toi, Armel, du coup? Moi, j'ai toujours aimé grimper aux arbres ou faire de la balançoire ou jouer avec les anneaux avec mon frère quand j'étais petite. En fait, on mettait le toboggan. Genre, il y avait une balançoire et on mettait le toboggan derrière le trapèze et on s'amusait à monter sur le trapèze et à tenir le... Finalement, comme à Ethan monter nous sur a le fait avec toboggan. l'arbre qui se trouve juste derrière moi, Un nous petit peu grimpe ça. à l'arbre le temps que j'installe le studio. C'est un peu ça. Pour ceux qui ne savent pas, j'installe le studio, je filme l'introduction et j'ai Ethan qui arrive en haut de l'arbre. Tout va bien. Voilà, je préfère préciser, tout va bien. Très drôle. Voilà. Et donc, je m'amusais à m'élancer avec le trapèze et à sauter au-dessus d'un fil et à finir sur des matelas, des matelas de la maison qu'on mettait dans l'herbe. Tout va bien. Et je me suis dit, bah écoutez, je vais suivre Ethan et puis on va faire de la perche. Et c'est là que tu t'es dit, il faut que je suive Ethan, que je fasse la même chose. C'est un Ethan peu me dit, ça. c'était plutôt Renaud Lavillenie. Toi, c'est. Je vois Ethan faire, me dit, je vais aller dans le truc. C'est un peu, moi, spectaculaire, mais ça reste plutôt quand même une bonne intuition. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus, justement, dans le saut à la perche en lui-même? C'est qu'il n'y a pas... C'est très technique, il y a plein de choses. Il y a la course, il y a la technique, il y a la confiance, il y a pas que le fait de faire, par exemple, un 200 mètres. On ne fait pas que courir dans de gros guillemets. Il y a aussi toute la technique de la perche, apprendre à la manier, apprendre à la plier, apprendre à renverser aussi. Et il y a un peu un côté acrobatique et artistique. Et moi, j'aime bien ce côté-là. Première sensation de renvoi, elle est folle. Parce qu'au début, tu sautes avec. La perche ne plie pas au début quand tu commences. Et c'est ça. Et quand ça commence à plier et que tu as une petite énergie qui te renvoie n'importe où, vers le haut, vers l'avant et tout, tu te dis ah oui, là, on tient un truc. On tient un truc, on tient le début du saut finalement. Un peu catapulte. Ah, et quand tu prends goût à ça, c'est pas mal. Alors, on sait que la perche, ça demande beaucoup de technique, de vitesse et de confiance en soi et en la perche en elle-même, parce que comme voilà, on le voit aux images de la télé, ça se plie, ça résiste relativement à une grande pression. Selon vous, quelle est la qualité qui est le plus importante pour réussir un saut et de deux, chaque compétition auquel vous avez pu participer? Pour moi, la qualité, c'est tout ce qui est dans la tête. Pour moi, tous les sauts, tout dans l'athlétisme, c'est vraiment la tête. C'est vraiment le mental, c'est vraiment la confiance, c'est vraiment prendre le temps avant chaque compétition de se poser et de se dire ça va bien se passer, on est là, on est content. Et en fait, il ne faut pas le prendre comme une compétition, il faut le prendre comme vraiment un plaisir en fait. Il faut vraiment être content de sauter ou de courir ou de lancer. Et donc nous, c'est sauter. Donc il faut vraiment être content de le faire et prendre plaisir plutôt que de se mettre une pression et stresser pour pas grand-chose au final. Après, si on parle en termes physiques, moi je t'aurais dit l'agilité ou la coordination. Sinon, je dirais qu'il faut être confiant, il faut y aller en confiance, parce qu'il y a des personnes qui débutent qui ont peur en fait, parce que ça fait peur, tu dois planter la perche dans un petit butoir qui fait, je sais pas moi, 30 cm de large, donc c'est pas très grand. C'est pas bien large quand tu arrives assez vite en courant, ça fait pas très large pour mettre la perche. Donc non, il faut se faire confiance, et puis je pense qu'il faut être assez agile, tu vois, c'est tout. Non, parce que quand on voit le mouvement de se renverser, retourner pour finir... Ouais, une bonne orientation dans l'espace, bonne perception de l'espace, peu importe où tu te situes. C'est comme ça, ça évite d'être en danger. Ça évite de se manger la barre aussi. Oui, voilà. C'est pas mal quand même. Ou de tomber à côté du tapis, c'est vrai. Oh, je sens le véhicule là, non? Non. Et veux-tu nous parler de ce petit véhicule? Là, je me suis dit, là... Aïe. Non, mais c'était oui, ça va faire un an. Mais c'est pas l'étape de ton doigt, ça, d'ailleurs, accessoirement? Les quoi? L'étape de ton doigt où tu t'es cassé le doigt, c'est pas... Même pas. C'est même pas ça. Là. C'est juste que je rentre dans mon concours. Je changeais de gamme de perche que je maîtrisais pas assez bien et je désaxe à l'impulsion. C'est-à-dire qu'au lieu de faire avancer la perche tout droit, elle part un peu à droite. Mais je me dis c'est bon, je finis le saut, je franchis la barre, sauf que je retombe pas à côté du tapis, sur le bord du tapis. Sauf que malheureusement, il y a des barres en fer qui soutiennent la structure du tapis en dessous. Et comme le tapis, il manquait un peu de mousse à cet endroit-là, je m'enfonce complètement et je viens percuter la tête là.
donc blackout. Ah bah oui, forcément. Et non, en vrai, c'était violent. Hein. C'était violent. Et donc, on avait fait un scanner pour vérifier que tout allait bien. Mais. Ça marque quand même, finalement. Oh ouais. Bah après, j'avais peur, tu vois. Là, finalement, tu as eu un peu un blocage entre Ouais, guillemets. c'est ça. Mais j'en ai parlé avec une psychologue parce que, tu vois, j'avais peur de sauter. En fait, je me suis dit, j'ai cru que j'allais mourir. Donc, le soir, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, j'arrête la perche. Ah ouais, tu direct, Ah tu t'es dit ouais. stop. Mais sous le coup du truc, c'était chaud. Mais bon, finalement, on a appris à sauter justement et de manière sécurisée, tu vois. Ouais. À pas lancer des sauts qui partent dans tous les sens. Donc ça, c'est. À centrer le saut sur une direction vraiment bien précise. Exactement, ouais. Et c'est ce qui rentre dans ce que tu disais, l'agilité, et avoir une bonne perception de l'orientation en l'air, justement. Normalement, ce que vous avez dit complète parfaitement la situation que tu as pu vivre à ce moment-là. C'est vrai. Et est-ce que vous avez une étape charnière où vous vous êtes dit, ok, là, je passe un cap, je vais vraiment performer à ce moment-là? Il y en a eu deux. Je pense que la première, c'était après le Covid, parce que pendant le Covid, on avait fait une longue pause. Moi, j'avais un record qui n'était pas très élevé, je faisais 3,80 m, ce qui fait que au niveau des bilans français, j'étais 150e en gros. Donc c'était pas mal. Pas si mal c'était pas mal, mais disons que les championnats de France, ils en prenaient en gros 30. Donc si il y avait quand même de la marge pour que tu arrives à accéder au championnat de France. C'est ça, c'était loin. Et donc on fait une compétition de reprise après, je crois, 8 mois sans faire de compète. Et je sais pas trop ce qui s'est passé, je suis monté de 40 cm d'un coup. Donc je fais 4,21 m. Et là, je me classe, je sais plus, 15e français, et je me dis, ah ouais. D'un coup, waouh. C'est vrai que c'est un peu surprenant quand incroyable. Tu passes de 150e à 15e. C'était complètement dingue. Et donc, championnat de France cette année-là, premier, tout s'est propulsé d'un coup. Donc là, je me suis dit, ok, on tient quelque chose. Et après, la deuxième barrière, c'était les 5 mètres. Parce que les 5 mètres, bon, ça marque un petit quelque chose quand même. Hein. Au niveau des performances, ça équivaut pas à un 4 mètres chez les femmes. Le 4 mètres chez les femmes est plus fort. Mais comme c'est des chiffres ronds, tu vois, le 5 mètres était vraiment. C'est un peu une barre symbolique, entre guillemets. Exactement. Alors moi, j'ai pas tellement de classement comme ça, mais je dirais que c'est quand je suis passée sur 14 foulées. Donc j'ai pris 2 foulées de plus. Donc j'ai pris des plus grosses perches. Et je me suis dit, là, il y a moyen de mieux se faire renvoyer vers le haut. Et 3,50. Et quand j'ai fait 3,51 au championnat de France, bien évidemment, parce que j'ai adoré ce saut d'ailleurs. J'ai adoré la compétition, tout simplement. J'ai eu un déclic et là, je suis dans une bonne voie, je pense. Et quel rapport est-ce que vous entretenez avec la hauteur de la barre et la peur et le risque, entre guillemets, parce qu'il y a quand même comme là tu as pu le dire, il y a quand même un risque de se faire mal, de tomber à côté du tapis comme tu as pu en faire l'amère expérience. C'est vrai. Alors moi, j'ai jamais vécu de mauvaise expérience ou dangereuse plus que ça à la perche. J'ai certes cassé 2 perches, mais c'était pas dangereux vu que c'était que en bas. Effectivement, je me suis cassé le péroné, mais c'était pas à cause de la barre, c'était à l'entraînement. Comme quoi, on peut se casser des choses à l'entraînement. Même les entraînements sont dangereux. C'est ça. Et donc, j'ai pas du tout fait avancer la perche et j'ai lâché la perche au-dessus du butoir, chose à ne pas faire, bien évidemment. Et je suis retombée dans le butoir, le péroné droit. Contre la barre en fer, et ça a pété juste avant les championnats de France d'été l'année dernière. C'était très marrant d'ailleurs. Ah, génial. Donc j'ai pas pu y participer. Après, sinon en compétition, j'ai pas peur de la barre, justement. J'aime bien, je préfère sauter avec une barre en compétition qu'avec un élastique, parce que la barre peut trembler mais ne pas tomber, alors qu'un élastique, quand tu le touches, quand tu le touches, il compte faux. Donc voilà. Moi j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu de la hauteur de la barre, puisque dans l'idée c'est qu'une conséquence des actions que tu vas faire auparavant. Donc l'idée c'est de travailler sur tes intentions techniques, et puis ce qui se passe au-dessus de la barre, ça arrive qu'à la fin, c'est la finalité. Ce qui me fait plus peur par contre, c'est quand on prend des perches plus dures. Ou alors qu'on connaît pas, tu vois, qu'on découvre et que on peut se faire surprendre, ça peut être un peu... C'est toujours une phase un peu effrayante. Mais la barre en soi, à moins de l'engager, ça arrive peu, hein, et que des fois on peut se coincer les pieds là-haut, bon, ça peut être dangereux. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de risque à mettre une barre, je sais pas, assez haute, tant que les actions qu'on a faites avant nous permettent d'être en sécurité. Ils te permettent d'arriver tranquillement à la hauteur de la barre souhaitée, finalement. Même si ça tombe, en fait, il n'y a pas vraiment de risque. Voilà.
On va maintenant se pencher plus en détail sur ton parcours, Ethan, et revenir sur les moments clés de ta progression. Quand on regarde ta progression, quel est le moment dont toi tu es le plus fier? Ouh, ça c'est... La petite question épineuse. Ça c'est fort ça. Le moment dont je suis le plus fier de la progression... je sais que le moment où j'ai passé 5 mètres, c'était assez dingue parce que mon père était en train de pleurer à côté. Ah oui, pleurer carrément. Il a pleuré. Je Ah ouais passe la barre, il s'est mis à pleurer pendant je sais pas combien de temps, c'était complètement dingue. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Et puis les premiers 4 mètres aussi, c'était cool. Mais les 5 mètres, c'est vrai que c'était... je pense que ça avait une symbolique un peu particulière, quoi. Donc c'était vraiment... C'est ça, je Et pense. pourquoi les 5 mètres pour toi, ça a une symbolique justement particulière? Bah déjà parce que ça correspond à un certain niveau qui est pas trop mal. Et puis, tu sais, on franchit 4 mètres, on peut débuter la perche et franchir 4 mètres, mais jusqu'à 5 mètres, en fait, c'est l'aventure, quoi. C'est l'aventure, même déjà pour monter à l'autre palier qui était 4 mètres 50, ça a été long. Et puis 5 mètres, donc on le voyait vraiment comme un objectif, quoi. C'était, et puis 5 mètres, tu changes d'unité, donc c'était vraiment... tu vois, tu te dis, ok, je suis un perchiste qui a sauté 5 mètres. C'est le club des 5, on se disait, donc c'est sympa, tu vois, c'était vraiment un objectif. Ça avait une saveur très particulière pour toi ouais. justement. Tu as franchi 5 mètres 10 en 2024, puis 5,06 en salle en 2026. Comment est-ce que tu analyses justement cette évolution d'aujourd'hui, te maintenir justement dans les 5 mètres? Alors, je franchis 5,10 en 2024. Saison assez folle puisque j'arrive avec un record à 4,80 m. Donc c'est cette année-là que je franchis 5 mètres pour la première fois. Et puis dans cet élan un peu de folie, je fais 5,10 à la dernière compète de la saison. Le souci qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'étais sur une bonne dynamique. Je change d'entraîneur. Je pars à Paris pour les études. Et puis, problème, c'est que je me blesse le doigt en octobre. Et en gros, concrètement, ça me met l'année en l'air parce que la saison hivernale, je ne peux pas sauter. Je saute un peu en fin de saison hivernale, mais... Ça reste très limité exactement, avec le temps et les températures. C'est ça, je fais une toute petite perf. Et puis, la saison d'été, j'arrive à refaire 5 mètres. Mais voilà, c'était une année qui a été un peu en off, quoi. On va dire, on a priorisé la récupération motrice. Et puis, eh bien, après, il y a cette année. Donc le début hivernal s'est bien passé, on a commencé plus tranquillement, tu vois, pour transitionner sur une autre gamme de perches. Et donc là, ça fait depuis le début d'année que je saute avec des perches plus longues et surtout que je m'entraîne plus parce que quand je fais 5-10, c'est ça qui est assez fou, c'est que je m'entraîne 1 à 2 fois par semaine. Ah, tu t'entraînes pas non plus des heures et des heures. Personne ne fait ça. Donc c'est... Enfin, je connais pas de perchistes qui ont fait 5 mètres en s'entraînant si peu, c'est assez... en fait, c'est un peu n'importe quoi même. Mais... comme à ce moment-là, j'étais en prépa aussi, tu vois, j'avais pas trop le temps avec les cours. Et donc là, ça fait depuis janvier-février que je m'entraîne 5 fois. Donc là, c'est devenu sérieux. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un vrai plan d'entraînement. Et là, je vois qu'il y a une marge de progression qui est largement faisable, hein, puisque je suis un peu plus solide physiquement. Il y a ce qu'il faut au niveau des perches. Mais il faut dire que l'année dernière, en fait, c'était une année un peu foutu, quoi, par rapport à ton accident. Ouais, c'est ça, exactement. Effectivement, oui. Justement, qu'est-ce qui a changé dans ton entraînement en dehors de t'entraîner 5 fois par semaine et plus 2 pour atteindre ce niveau? Déjà, j'ai un vrai programme de musculation, ça a changé. Je m'entraîne 2 fois par semaine en musculation et on a fait en sorte, parce que c'est un autre coach qui me prend en main pour la musculation. On a fait en sorte d'avoir un programme sur l'année avec une vraie évolution, parce qu'au début, moi en musculation, j'étais vraiment nul, tu vois. C'est quelque chose qui me plaisait pas. Maintenant, j'adore, tu vois, je prends du plaisir, mais aussi parce qu'on a adapté la progression. Et en quelques mois déjà, ça s'est bien accéléré, donc il y a ça. Et puis ensuite, il y a 2 séances de saut. Les séances de saut, j'ai envie de te dire que je les fais peut-être avec plus de conscience. C'est-à-dire que quand je sautais avant à Rouen,
je faisais 50 sauts dans la séance, c'était assez énorme. Là, je vais privilégier plutôt la qualité, tu vois. Plutôt la qualité Oui, à la c'est ça. quantité finalement. C'est ça. Quitte à m'arrêter sur un bon saut et finir un petit peu plus tôt la séance pour avoir les bonnes choses en tête. Donc, on est plus dans l'idée de construire la saison, alors qu'avant, en fait, j'avais pas de plan. Là, tu t'entraînais, tu dis bon, ok, faut que je fasse tant de sauts. C'était un peu. Plus j'en fais, plus je vais m'améliorer finalement. Exactement. Alors que réellement, c'est ça. privilégier la qualité du Et saut c'est exactement ça. à la quantité, comme tu viens de le dire. Quelle compétition t'as le plus marqué jusqu'ici? Alors, bon, il y en a deux. Il y a eu mes premiers championnats de France, parce que ça, c'était complètement dingue. Avec mon père dans les tribunes, je m'en souviens. Et en plus, j'avais fait une très bonne perf, puisqu'à ce moment-là, j'avais un record à 4,21 et j'avais fait 4,15. Et j'étais pas passé loin de passer en finale, hein, donc c'était vraiment un super souvenir. Et puis sinon, Open de France 2024, quand je fais 5,10, en fait j'arrive outsider sur cette compète, je suis un des derniers, et en qualification je réalise 5 mètres, et je passe en finale, je ne sais pas comment en fait. Normalement je suis pas censé être en finale, donc je passe en finale, et sur ce concours donc, qui a eu lieu le lendemain, je réalise 5,10, et je termine 6e, ce qui est finalement déjà très bien en fait. moi tu vois, je comprenais pas, j'étais arrivé je crois avec la 18e performance des engagés, et je termine 6e, donc là c'était dingue. Et je crois que j'ai un peu trop profité de cet élan, puisque la semaine d'après, il y avait les championnats de France de ma catégorie, et je fais 0. Voilà, donc comme quoi... Également, comme quoi, d'une semaine sur l'autre, on peut passer d'une c'est ça. Mais c'est bien, ça m'a fait redescendre un peu sur terre. Des fois, il faut se calmer un peu. Effectivement, oui, pour le coup, voilà. Et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer à viser plus haut? Deux choses. Déjà, c'est que je suis jeune et j'ai le temps. Et je me dis qu'on n'a pas tout ce temps. C'est-à-dire que là, je vais bientôt avoir 22 ans. Dans 15 ans, en gros, c'est mort. Donc, j'ai 15 ans pour profiter d'un potentiel physique qui peut être atteignable. Et je me dis, en fait, ce serait dommage de me réveiller dans 30 ans et me dire, ouais, j'aurais pu faire quelque chose là-dedans. Même si ça ne mène pas à un très haut niveau, je me dis que c'est à ce moment-là de ma vie que je peux me permettre de faire du sport à haute intensité. Et parce qu'après, ça va être la pente descendante au niveau des performances. Donc, il y a ça. Et puis, aussi, on avait une amie, une grande amie qui était par ailleurs la professeure d'EPS de ma mère, qui nous a inculqué de très bonnes valeurs sportives. Elle est décédée il y a 2 ans, et je me suis dit, en fait, j'ai l'impression qu'elle est un peu avec moi à chaque compétition, tu vois. Elle t'accompagne finalement de loin. Elle t'accompagne. Et puis elle faisait du haut niveau, en fait, c'était une gymnaste. Ah oui. Donc elle était assez... C'est encore un autre monde finalement, la gymnastique. C'est ça, elle faisait, tu sais, un peu la régularité militaire, la discipline. Donc toutes ces valeurs-là, elle nous les a transmises quand on était petit. Et donc je me dis qu'il faut en profiter tant qu'il est temps. Et à quoi ressemble du coup, parce que tu nous as parlé de tes semaines d'entraînement où tu étais à 5 entraînements par semaine, et justement à quoi ça ressemble une semaine d'entraînement pour toi? Donc la semaine commence le lundi. Déjà c'est un très bon point de départ, bravo. Très bon point de départ le lundi. Lundi matin, j'ai une séance de musculation. Donc généralement c'est une séance de musculation un peu allégée, où on va travailler des exercices spécifiques qui sont reliés à la perche. Pourquoi? Parce que après je dois tenir toute la semaine, donc il ne faut pas que je sois cuit. Le mardi, j'ai une séance de saut. Ensuite, le mercredi, j'ai une séance qui se partage entre séance de course, donc travail de vitesse, puisque la vitesse c'est essentiel. C'est essentiel finalement pour pouvoir avoir la bonne impulsion, c'est très important. Exactement. Et puis on peut finir un peu avec un peu de musculation, mais c'est assez rapide, hein. C'est plutôt centré sur tout ce qui va être vitesse, un peu de cardio aussi pour tenir la longueur des concours. Le jeudi, on a à nouveau une séance technique, donc séance de saut. Donc là ça fait 4. Et puis le samedi, j'ai la grosse séance de muscu où là on va se permettre de mettre des charges un peu plus lourdes, puisqu'après je ressaute le mardi, donc j'ai le temps de récupérer physiquement. C'est ça. Le corps a le temps de récupérer justement de la séance. Est-ce que dans tes entraînements, ou même là sur du court ou long terme, tu te fixes des objectifs chiffrés, où tu te dis je vais avancer par étapes et je vois ce que ça donne? Sur la musculation, en fait, c'est assez clair, puisqu'on augmente les charges au fur et à mesure des semaines.
au fur et à mesure que je progresse, comme je suis parti de zéro en fait. Donc ça c'est assez bien. Et puis on fait une séance de maxi tous les mois à peu près pour voir où on en est. Pour la perche c'est différent. On va pas parler en termes de hauteur, mais comme là je commence à prendre des perches qui sont intéressantes et qui peuvent me mener à, je pense, 5,20 ou 5,30. L'objectif c'est de pouvoir être à l'aise sur ces perches-là, donc de les maîtriser. Donc l'objectif, ça va être juste de pouvoir prendre ces perches qui sont assez dures à l'entraînement pour pouvoir être à l'aise dessus en compétition, les maîtriser et aller plus haut. Mais c'est pas tant la hauteur de saut qu'on va chercher, c'est plus les intentions techniques. Voilà, c'est ça. Ok. Même exercice pour toi, Armel, avec un regard sur ton évolution et les étapes importantes de ton parcours à la perche. Tu as récemment franchi 3,51 m en 2026. Qu'est-ce que cette performance, elle représente pour toi d'avoir franchi cette barre un peu symbolique? Alors pour moi, pas grand-chose parce que je regarde pas les barres. Je regarde surtout la technique, comment je progresse en technique. Et c'est vrai que ma technique sur ce saut-là est vraiment pas mal. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'est pas mal. Après, en soi, la barre, elle est pas mal. Je sais que je veux aller plus haut et que je peux aller plus haut. Donc je m'arrête pas à cette barre-là. Tu étais déjà dans l'objectif d'aller beaucoup plus haut. C'est ça. Et c'est quoi un peu la la barre symbolique que tu voudrais franchir? Dans l'idéal, ça serait 4 mètres, bien évidemment, mais pour l'instant, ça serait plutôt 3,70. 3,70 m. Ce qui est déjà pas mal, 19 qui est déjà pas cm mal de aussi. plus, c'est déjà pas mal quand même. Quelles ont été les principales étapes de ta progression à la perche? Alors j'ai d'abord commencé à apprendre à courir parce que j'ai d'abord été voir une kiné qui m'a dit Armel, tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas courir. C'était très marrant d'ailleurs. Et en fait, donc j'ai appris à bien dérouler mon pied jusqu'au bout. J'ai fait des plots, j'ai mangé de la course. Et après ça, j'ai appris à tout ce qui est piqué dans le sable avec la perche, les choses de base. Et après, je me suis lancée vraiment sur le tapis, le butoir, etc. Et j'ai appris tout ce qui est technique un peu de renverser, mais je suis encore en progression là-dedans. Tu es encore dans ta phase C'est ça. d'apprentissage. Et qu'est-ce qui t'a fait passer un cap entre tes débuts à la perche et aujourd'hui? Bonne question. Bonne question, très bonne question. Entre avant et maintenant, je dirais la compréhension de la maîtrise, parce que le coach a beau m'expliquer des choses, tant que je ne l'ai pas visualisé dans ma tête, je ne vais pas réussir à le refaire. Et par exemple, le coach me disait rame avec ta perche. Et moi j'étais là en mode mais je suis pas sur un canoë, enfin. Ah oui, t'avais vraiment pas comprenais pas l'image trop. du fait en fait c'est C'est ça. quand il dit rame avec ta perche, c'est le mouvement avec le bras quand tu cours, c'est ça? Non, on présente et après faut ramer, faut appuyer pour D'accord. pouvoir après monter, enfin se faire propulser par la perche. C'est ce mouvement-là que tu voyais pas, que t'étais plutôt C'est sur ça. rame avec le canoë Rame. ou. Ouais, j'ai pas compris, C'est un peu mais ça. ça doit être ça. Et justement, qu'est-ce qui est le plus difficile à cet âge, parce que t'es relativement jeune, t'as 17 ans, dans la gestion de la performance? Gérer l'extérieur. J'ai géré le temps des entraînements parce que c'est vrai que là j'ai le bac cette année, c'est compliqué Comme Ethan, je m'entraîne 2 fois par semaine et c'est très très peu et j'espère que l'année prochaine je vais m'entraîner 4 à 5 fois par semaine, je pense, pour vraiment progresser en technique. Mais ce qui est dur à gérer, c'est vraiment l'extérieur, les cours, les amis, la famille, les notes et le bac en général. Et quelle performance est-ce que ça t'a. Enfin, il y a bien une performance qui t'a donné le plus confiance, c'est laquelle? Est-ce que c'est les 3,51 ou c'est une autre performance qui est peut-être avec une barre un peu moins haute et tu t'es dit, ok, là, ça veut dire que je peux aller plus haut? J'ai bien aimé ma barre à 2,72. C'est quand j'ai commencé la saison l'année dernière. J'avais fait une coupure justement en faisant de l'escalade pendant 2 ans parce que je me sentais plus à ma place. Le coach avait changé, etc. Donc je me sentais plus à ma place. Et donc quand j'avais fait 2,72, je me suis dit ça y est, là, je reprends la perche, c'est top. Je me remets en confiance. Mais sinon, la vraie barre, entre guillemets, symbolique, c'est la barre des 3,04 m. Et voilà. Et on sait qu'il y a une différence entre les concours en salle et les concours en plein air. Rien que déjà des conditions météorologiques en plein air, il y a le vent, le soleil, la chaleur qui à prendre en compte. Et comment est-ce que tu la vis justement cette différence entre les deux compétitions? Honnêtement, j'aime pas sauter dehors quand il pleut et quand il y a du vent, bien évidemment, parce que c'est compliqué de gérer la course, la technique et même le stress avec la pluie. Je me dis, je vais glisser, je vais tomber, même le tapis mouillé. C'est marrant parce que la sensation de retomber sur le tapis mouillé, on a l'impression de sortir d'une piscine, c'est très drôle. Mais en soi, les compétitions en salle sont très bien et l'extérieur aussi, c'est très bien, mais quand les conditions météorologiques sont présentes. C'est vrai que c'est mieux même. Et quels sont tes objectifs à court terme et à long terme si tu t'en es fixé? À long terme, ça serait la barre des 4 mètres.
mais dans très longtemps. Et à court terme, j'aimerais bien finir la fin de la saison estivale avec 3,65, 3,70. Ça serait plutôt Et la pas mal. saison, elle finit bientôt ou t'as encore un peu de marge en soi? Elle se finit, je dirais, en début septembre, il me semble. Enfin, fin juillet, début septembre, donc j'ai encore un peu de temps. C'est ce que j'allais dire, t'as encore un peu de marge avant. C'est ça. Mais finalement, ça va quand même relativement arriver aller vite vite. quand On est même. déjà quasiment début juin. Et est-ce que tu te projettes déjà sur un certain niveau ou sur un certain type de compétition où tu te dis, là, l'idée, c'est de faire des Coupes de France très prochainement, même si on sait que déjà que tu t'es qualifié. Mhm. Ou tu te dis, je vais rester à mon niveau, je vais monter au fur et à mesure et on verra bien. Oui, c'est ça. Je me prends pas trop la tête avec où est-ce que je vais finir. Je me vois pas du tout championne de France parce qu'il y a des filles avec un niveau beaucoup plus important que le mien. Elles ont beaucoup plus d'expérience, elles ont des coachs différents, un lieu d'entraînement différent. Enfin, il y a plein de conditions qui font que je n'aurai pas leur niveau, du moins pas récemment. Mais les championnats de France et me qualifier en finale, ça, je l'ai déjà fait cet hiver. Mais le refaire cet été, ça serait vraiment pas mal. Et qu'est-ce que ça t'a représenté justement cette qualification au championnat de France? Comme Ethan, j'avais fini, j'étais partie pour commencer ces championnats de France 18e, il me semble, 17-18e, et j'ai fini 8e, donc finaliste des championnats de France, et je me suis dit, mais c'est impossible quoi. Genre, j'ai battu une dizaine de filles lors de la compétition, et je me suis dit, mais il y en a, elles ont des records à 3,70 et elles ont fait moins que ça parce qu'une compétition ne fait pas l'autre. Bien sûr. Mais je me suis dit, waouh, quand même, en plus, je bats mon record personnel de 11 cm sur la compétition, donc c'était vraiment top. Donc là, tu t'es dit, je passe un vrai cap et en fait, Ouais. finalement, tout est possible presque. C'est ça, c'est un peu ça. Mm. Vous évoluez côte à côte avec des parcours qui se croisent. On va comparer vos trajectoires et voir ce qui vous rapproche et ce qui vous distingue. La première question qui a le mérite d'être posée, c'est est-ce que vos parcours se ressemblent ou alors ils sont vraiment totalement différents? Ils sont complètement différents, en fait. Ça n'a rien à voir. Non. Vraiment rien du tout. C'est vrai qu'on a pu déjà en parler tout à l'heure, mais danse classique, gym, finalement, c'est vraiment deux choses qui sont vraiment totalement opposées. Surtout que je suis gauchère et il est droitier, donc déjà, niveau en soi, la technique est la même. Mais en termes d'apprentissage et de musculature, on bosse pas, on bosse inversement. On bosse en inversé, donc forcément. On peut faire ça dans les mots, ça ira très bien. Et puis, en fait, surtout, moi, j'ai jamais lâché l'athlétisme une fois que j'étais dedans. Elle a goûté à d'autres choses, donc... C'est vrai. Et du coup, est-ce que l'un de vous, il a inspiré l'autre dans le monde de la perche en soi, et aussi dans le monde, en dehors du monde sportif? moi, j'ai inspiré ma sœur parce que je suis le meilleur, tout simplement. La phrase très simple, je suis le meilleur. C'est un petit peu vrai. Non, mais que ça soit scolairement, sportivement, dans tous les domaines, c'est un peu mon idole, mon exemple, tout ce que vous voulez. Ethan le plus fort, un peu voilà. ça. Oh là là. Oh là là. Mollo Lego quand même. Et est-ce que vous comparez souvent ou vous dites, il a fait tel résultat, ok, moi je suis que là, j'ai le temps de monter, ou alors vous dites, ok, il est là, mais là je suis encore loin, faut que je le rattrape. Il y a un truc qu'on fait après chaque compétition, c'est qu'on ajoute nos résultats ensemble et on a un record personnel d'additionnement de performances le même jour. Je le connais plus, mais on en a un. Et là, on voit Ethan qui va dire, putain, c'est quoi déjà le chiffre? Cherché, mais c'était dans les 8 mètres. Mais ça, c'est notre père qui a le chiffre exact. Mais non, sinon, à un moment, on s'était donné un défi. Il fallait qu'on ait, c'était combien 1 mètre d'écart? 1 mètre d'écart, ouais. Non, plus que ça, 1,50 m d'écart. Et en fait, on s'est retrouvé à avoir que 1,40 m, donc c'était assez marrant. Mais non, en fait, on s'en fiche, hein, plus haut elle va et mieux c'est. Est-ce que vous avez tous les deux le même rapport à l'échec et à la réussite? Allez, Très bonne question. Je pense qu'on a un peu la même réaction quand on franchit une barre qui nous plaît. C'est-à-dire on saute partout, on hurle et on court partout dans tous les sens. C'est à peu près Comme ça. des enfants finalement Noël qui sont contents d'avoir leur C'est cadeau. un peu ça. L'idée reste la même. Après, en termes d'échecs, je sais pas trop. Moi, je sais que souvent après une compétition où j'ai fait une contre-performance, je m'énerve parce qu'il y a souvent eu un truc que j'ai mal fait, donc je m'énerve. Et parfois, je pleure d'énervement en fait. Je pleure pas parce que j'ai pas passé la barre, je pleure parce que j'ai pas fait le bon truc pour passer la barre et donc ça m'énerve. C'est vraiment de la rage en fait, intérieure. moi, je pense que de toute façon, c'est un sport très aléatoire, donc des fois, tu vois, il peut y avoir des performances vraiment en dessous de nos attentes, mais qui font partie de la progression. Donc, c'est pas très grave, en fait, l'important. Ce qui est un peu embêtant, c'est quand on fait 0, parce que là, il y a une dimension
où on n'arrive pas à franchir notre première barre et on n'a plus confiance, tu vois, on se dit mais on sait plus sauter. Mais une mauvaise performance, même un 0 en fait, hein, c'est que des corrections à faire, donc pour moi ça fait partie du process et c'est ce qui permet aussi de vraiment profiter de passer de grosses barres, tu vois. Et justement, le 0, est-ce que tu te dis, là, faut que je me remette un peu en question sur la compétition en elle-même ou sur ma méthode de m'entraîner, ou tu te dis, ok, j'ai fait 0, mais à la prochaine, je ferai forcément mieux? C'est pas forcément sur la façon de s'entraîner, je pense que en fait tout se joue sur et puis c'est très rapide, ça se joue sur l'instant, tu vois. La dernière fois que j'ai fait 0, en plus c'était au championnat de France, c'est parce qu'en fait j'avais pas transitionné de perche, c'est-à-dire que je sautais avec des perches qui étaient trop petites, qui me permettaient pas de m'exprimer À 100% de ce que tu pouvais exactement, faire. c'est ça. Donc on a discuté avec mon coach et on s'est dit ok, bah maintenant il reste plus qu'à travailler avec une autre gamme de perches qui va permettre de t'exprimer et tu vois depuis ça se Et passe bien. depuis, tu ne fais que Ouais, grimper. c'est ça. Voilà. Et est-ce que l'autre vous apporte quelque chose sportivement? Est-ce qu'il vous motive? Est-ce qu'il il vous donne des conseils? Qu'est-ce qu'il vous apporte vraiment s'il vous apporte quelque chose sportivement? Très bonne question, encore une fois. J'ai que des très bonnes questions. Bah, moi je sais pas, ça fait une dynamique dans la famille, donc il y en a un qui fait une perf, toi t'as envie de faire un truc sympa aussi pour comme ça, je sais pas, j'ai l'impression que comme on est à deux, tu vois, on se construit en frères et sœurs, et il y a beaucoup de perchistes qui font ça, qui sont frères et sœurs, et je sais pas, j'ai l'impression que du coup on construit une famille autour de cette idée de perche, et ça me plaît, tu vois. C'est vrai que l'ambiance familiale, ça joue beaucoup. On se sent moins seul, on se sent vraiment... Quand je suis en compétition, je sais que mon frère va être content de savoir ce que j'ai fait, il va suivre à fond le direct, il va regarder mes résultats, et que à chaque fin de compétition, je l'appelle et je lui explique comment s'est passée la Tu compétition. débriefes un peu sur c'est un ce peu qui s'est ça. passé. Je lui montre mes sauts et puis il me fait bon là, t'as vraiment fait n'importe quoi, ou alors waouh, trop beau, et il t'arrive quoi, enfin, donc c'est vraiment bien. Et est-ce que vos expériences respectives, que ce soit en sport et en dehors du sport, elles servent de repère pour l'autre? Scolairement, je peux parler du scolaire? Oui, bien sûr. Scolairement, Ethan, ça a toujours été un très bon élève. Et on s'est beaucoup quand même comparé au niveau des notes, mais c'était pas négatif, c'était plus pour nous tirer vers le haut justement. Je sais qu'il est très littéraire, moi je suis plutôt générale, j'aime un peu toutes les matières. Je suis pas plus scientifique ou littéraire, donc c'est pour ça qu'on peut pas tellement se comparer dans ce domaine-là. Mais je sais qu'il a toujours été vraiment un modèle en fait, partout. Ah là là, il y a trop de compliments. Non, mais surtout ce qui était compliqué, c'est qu'elle était plus petite. Et donc quand elle était petite, surtout au collège, en fait, elle avait l'impression que j'étais le meilleur. Et donc, je me souviens d'un moment où c'était compliqué parce que elle avait du mal à se faire sa place. Alors qu'en fait, maintenant, à même âge, à âge égal, elle me met la misère. Et c'est parfait, tu vois. Mais je pense que ça a été un peu difficile. C'était quoi la question déjà? Est-ce que l'autre apporte dans les expériences respectives, il apporte des repères pour l'autre? Je t'apporte rien, moi, mais c'est... Je réfléchis. Moi, en tout cas, elle m'apporte un peu de sérénité, tu vois. Ça, c'est important. Parce que, voilà, je sais pas, elle m'apporte beaucoup de sérénité. Et je pense que c'est le point le plus important de la relation, quoi. La perche est une discipline aussi physique que mentale. On va rentrer dans le détail de votre préparation et votre manière d'aborder la compétition. Comment travaillez-vous la technique de la perche au quotidien? Est-ce qu'il y a des petits tips que vous mettez en place dans votre vie quotidienne et vous vous dites ça peut me servir à l'entraînement, ça peut me servir en compétition? Alors, moi, quand je me brosse les dents le soir, Ça commencera mal, d'accord ou pas? vous savez, je monte sur ma plante, sur ma pointe de pied pour travailler les mollets derrière et pour justement les chauffer un peu. C'est des exercices simples de maquiné tout simplement, mais c'est pas spécifique à la perche, tout le monde peut le faire et ça sert dans tous les domaines. Mais c'est ce que je fais quotidiennement. Il n'y a pas d'exercice, je pense, quotidien. Moi, je pense que c'est juste essayer de concentrer un maximum la récupération, tu vois, avec que ce soit des pistolets de massage ou des étirements que je fais un peu plus là depuis le début d'année et c'est bien par ailleurs. Mais non, sinon. Est-ce que les étirements favorisent la récupération du corps aussi? Oui, c'est ça. Et puis c'est important aussi d'être assez souple. Quels exercices sont le plus utiles selon vous pour progresser? Très simple. Il y en a un essentiel.
que tout perchiste doit savoir faire à la perfection, c'est les renverser sur barre. On pourra regarder ça tout à l'heure, je pense, ce sera pas mal. Oui, on te fera tester. On mettra, Je vais remettre un short alors accessoirement. on mettra notre cher journaliste à l'action. Mais non, parce que ça, c'est en fait, tu te tiens sur une barre fixe et l'objectif, c'est de monter les pieds au-dessus de la tête. Et ça, c'est un exercice que doivent maîtriser tous les perchistes. Sinon, après, je pense que ce qui est très important aussi, c'est la vitesse, tu vois. Alors, je suis d'accord sur les renversés, ce qui est très compliqué d'ailleurs. Non, ça va. Non, alors, on va essayer, mais sans vitesse, tu sais, à l'arrêt. Tu vas essayer d'en faire un propre. Oui, ça va. Ça va être très marrant. Après, sinon, tout ce qui est à maîtriser, les choses de base, les gammes, la vitesse, la course, tout. Justement, Ethan, tu parlais de la vitesse. Et en dehors de la vitesse, il y a aussi la gymnastique et le renforcement musculaire dans votre préparation. Oui. Et justement, quel rôle ça joue ça? Alors, la vitesse est important pour transmettre notre énergie à la perche, puisque comme c'est fait en fibre de verre et de carbone, c'est une énergie qui après va nous renvoyer. Donc plus on a de vitesse, en gros, plus on transmet d'énergie et plus elle nous renvoie. Donc la vitesse est importante. Pour moi, le plus important, ça reste la gymnastique quand même. Parce que tu vois, tu peux sauter très haut sans allant, je ne sais plus parler, sans aller extrêmement vite. Ça a posé problème au bout d'un moment. Et la musculation vient en plus, tu vois, c'est un peu c'est un peu ce qui va fermer le cercle, quoi. C'est dans l'optique d'aller plus haut et de viser de la performance, mais le plus important, ça reste la gymnastique. Et toi, justement, en termes de vitesse, je suis d'accord avec toi, Ethan, mais je vais ajouter un petit truc. Ce qui est important aussi dans la course d'élan, c'est les 2 ou 3, 4 pas avant d'impulser. Il faut vraiment y aller à fond. C'est presque ceux-là qui sont les plus importants dans la foulée. C'est un peu ça. Faut pas s'écraser comme je fais souvent. Il faut vraiment être ouvert et rapide et dynamique sur la fin, quoi. Et comment est-ce que vous gérez le stress avant une compétition? Est-ce que vous avez un petit rituel juste avant? Par exemple, 2-3 minutes avant de sauter, là vous avez le petit cran d'adrénaline et vous dites faut que je me pose, sinon il y a un risque, pas de rater le saut, mais de faire moins bien que vos attentes que vous fixez. En termes de tic, moi je sais que je saute beaucoup. Je marche, je saute beaucoup avant d'être appelé pour sauter. Après, ça se joue vraiment quand je suis au bout de la piste et que j'ai la perche en main. Je fais des petits pas en arrière. C'est un petit peu un préélan, mais pareil en termes de quand on lève la perche, la façon de positionner ses mains. Souvent, je les bouge beaucoup avant de m'élancer et je pense que ça joue dans les tics et le stress aussi. La réponse va être assez marrante, mais en fait, moi, il y a le passage aux toilettes obligatoire, tu vois. Non. Alors, je peux comparer avec le VTT, hein. C'est pareil, avant chaque course, moi c'est le pipi de la peur. J'ai toujours le pipi de la peur. Exactement ça. Je pense que tout sportif doit connaître cette situation du pipi de la peur pour le coup. Moi, j'arrive sur une compétition, première chose que je fais, c'est repérer où sont les toilettes. Comme ça, c'est fait. Et après, c'est bon, c'est le petit rituel d'avant compétition. Mais en vrai, il est important. Surtout que souvent, les concours durent longtemps. Et des fois, sur des compétitions importantes, on ne peut pas sortir tant que c'est pas fini. Donc, tu peux rester 2-3 heures sur l'espace de compétition. Donc, c'est bien d'avoir pris ces précautions avant, quand même. Effectivement, c'est un peu mieux. Et alors, on sait que dans toute compétition, il peut y avoir des ratés au niveau des sauts. Et justement, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous subissez un raté? Est-ce que vous dites, ok, j'ai raté, mais c'est pas la fin, je peux encore m'améliorer? Ou là, vous dites, raté, ça va pas vous freiner, mais je sais pas si vous voyez l'idée du style, ouais. Ça va vous mettre dans une mauvaise énergie. Non, moi je m'en fiche un peu, puisque en fait on a 3 essais, donc de toute façon c'est pas très grave de rater. Ce qui est embêtant, c'est de rater en championnat, là où la place compte, parce que par exemple, tu es égalité au niveau de la performance avec une personne. Bon, si elle l'a passé au premier essai et toi au 3e essai, tu es derrière elle. Donc, c'est là que ça peut être embêtant. Après, tu fais un échec, c'est pas très grave. En fait, il suffit de voir ce qui va pas et tu le corriges. Là où il faut être fort, c'est plus dans la tête pour bien appliquer les bonnes choses au prochain essai, quoi. Moi, je sais que je fais de la perche avant tout pour me défouler. Et en compétition, quand je fais 0, je me dis mince, je me suis pas défoulée, j'ai pas assez exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer, et donc je m'en vais un peu en colère, justement. Je suis très énervée et je me dis mince, faut que j'aille courir, faut que je fasse autre chose pour justement pour te vider la tête sur ce raté que tu as pu avoir. Ouais. Et on sait qu'il y a 2 types de sauteurs, il y a les bons sauteurs et les sauteurs réguliers.
Et justement, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un régulier? Mais écoute, moi j'étais un régulier pendant longtemps. Non, mais le régulier en fait va se stabiliser à son niveau de performance, ce qui est très louable. Je sais pas vraiment s'il y a de bons sauteurs ou pas, mais je dirais qu'il y a les sauteurs qui sautent régulièrement pour se maintenir à leur niveau, et il y a ceux qui augmentent la cadence pour pouvoir progresser, ce qui est une étape qui est difficile à faire aussi parce que chacun a son train de vie. Mais je pense juste que c'est une question d'organisation et d'objectifs qu'on a ou pas en tête. Voilà. Moi je dirais que c'est ça. C'est une autre idée. Non, mais c'est bien. Très parfait. C'est bien, et tu en as parlé au nom des deux, c'est très bien. Et sur quoi est-ce que vous devez, vous, personnellement, encore progresser aujourd'hui pour dire, si je veux progresser, il faut que je travaille sur cette petite chose-là? Alors moi je dirais tout. Mais quelque chose en particulier, ce serait vraiment tout ce qui est renversé et la fin du saut, parce que j'y vais un peu à la one again. Mais sinon, il y a vraiment tout à améliorer. Enfin, mes sauts sont pas tous parfaits, et le saut de personne en fait n'est parfait. Il y a toujours des petites choses à améliorer, mais plus précisément, ce serait vraiment tout ce qui est renversé et la fin du saut. C'est vrai qu'il y a en fait, moi, ça n'a pas la même réponse. On a tout amélioré. C'est ça qui est cool, c'est que la marge de progression, on sait Reste pas. énorme du coup. Et oui, c'est finalement. ça. Parce qu'on peut gagner. Enfin, moi, je sais que je peux gagner en vitesse, en musculature. La technique est pas trop mal, mais il y a toujours je sais que je peux encore gagner beaucoup de choses. Donc, finalement, c'est assez bien, quoi, parce qu'on peut progresser dans plein de domaines différents. Être athlète, ce n'est pas seulement performer, c'est aussi gérer un quotidien, études, entraînement, vie personnelle. On va en parler maintenant. Comment est-ce que vous conciliez études, vie perso et entraînement? Bon, l'avantage que j'ai là, c'est d'être en master. Donc, en master, on a 10 heures de cours par semaine, ce qui est très peu. Donc, pour les entraînements, c'est faisable. Enfin, j'ai beaucoup plus C'est de pas qu'une temps. voie royale pour pouvoir s'entraîner en dehors. Exactement. C'est vraiment un rythme qui est parfait. Bon, il y a pas mal de travail avec le mémoire ou les rendus qu'on a à faire au cours de l'année, mais on a des créneaux horaires qui sont disponibles pour s'entraîner, donc ça va. Il suffit d'être bien organisé, je pense, mais tout est faisable avec un peu de motivation. Alors moi, cette année est particulière aussi, parce que j'ai le bac, évidemment. Et ce qui est compliqué à gérer, c'est surtout la fatigue, en fait, parce que on enchaîne une journée de cours de 8h à 17h30, 18h, et puis après, on enchaîne avec l'entraînement, on rentre chez soi, il est 21h, faut encore manger, se doucher, faut faire les devoirs éventuellement s'il y en a, et le lendemain, on se réveille à 6h, enfin, ça pique, physiquement, ça pique, et il faut vraiment tenir debout, quoi. Il faut être capable de tenir sur un effort un peu, entre guillemets, un effort assez intense tout le temps. Ouais, presque. c'est ça. Et justement, est-ce que l'athlétisme, elle vous a appris des choses en dehors du sport? Vous vous dites, ok, ça je l'ai appris, mais je peux le réutiliser tout le temps, finalement. Moi, j'ai appris à être patiente, à attendre, à analyser beaucoup les choses, vraiment analyser et avoir l'œil sur plein de détails. Après, je pense que c'est inné aussi, parce que j'ai toujours analysé tout, mais ça m'a beaucoup aidé, analyser les choses. Mais en fait, le sport, de manière générale, c'est l'école de la vie, tu vois. Tu apprends la frustration, tu apprends l'échec, tu apprends la discipline, tu apprends plein de choses. Socialement, c'est très riche. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un club. Donc, de toutes les manières possibles, ça t'apprend la vie quelque part aussi en groupe. Plein de choses sur toi-même, puisque des fois, il faut aller puiser des choses dans les tripes et c'est difficile. Donc, c'est très bien, surtout la dimension échec et frustration, celle-là elle est super pour progresser aussi, et puis la vie n'est qu'une succession de frustrations. Non, je ne sais pas. Mais... Et justement, tu parles de frustration, est-ce que justement cette frustration, elle vous est déjà arrivée à un point où vous vous êtes dit, là faut que j'arrête l'athlétisme, ou même généralement, ou pas du tout, ou souvent c'était presque une motivation? Non, moi j'ai jamais voulu arrêter. Sauf quand j'ai eu l'accident, parce que j'ai eu très peur, donc le soir je me suis dit j'arrête, mais en fait non. Mais après, l'avantage qu'on a avec la perche, c'est que on peut être frustré dans des sauts, tu vois, si on fait pas une bonne compétition. Mais il y a tellement d'autres exercices à faire. On peut aller courir, on peut faire de la musculation. Il y a des exercices techniques avec la perche qui sont vraiment sympas. Et parfois prendre du recul et faire autre chose, c'est bénéfique, et ça permet de revenir en meilleure forme, et puis confiant, et avoir un peu de la rage de faire les choses. Ça, c'est...
Et toi, Armel? Je suis du même avis qu'Ethan. La frustration, ça m'a jamais arrêté. Et justement, on a envie de rebondir encore plus fort derrière. Et est-ce qu'il y a quelque chose, un point qui vous aide à vous permettre de rester régulier dans la durée, dans les entraînements, à vous dire, là c'est très bien, je suis bien comme je suis, il faut que je maintienne maintenant ça tout le temps? Ce qui est compliqué à gérer, je dirais que c'est la douleur physique. Et je pense que bien s'étirer après chaque entraînement, ça permet un maintien régulier. Moi, je pense que ma copine joue ce rôle aussi, parce qu'elle fait du sport à haut niveau, et que mine de rien, c'est quelque chose qui me permet de... Tu vois, tu la vois faire des choses, donc tu as envie aussi, toi, de t'impliquer autant. Et surtout, ce qui est important, c'est l'ambiance de groupe à l'entraînement. En fait, moi, je sais qu'à Montreuil, on a un groupe qui est génial. Il y a quelques membres qui sont partis, mais je saute avec des gars, c'est devenu des copains, quoi, tu vois. Donc, Ouais, c'est plus que des partenaires d'entraînement. Finalement, il y a une vraie amitié qui s'est liée avec eux. Et puis même avec l'entraîneur aussi, tu vois. Donc ça, c'est super. Justement, l'entraîneur, il joue quel rôle dans votre évolution? L'entraîneur, il est important. En compétition, tu lui donnes ton cerveau. Moi, je lui donne mon cerveau. Il analyse, il me dit ce qu'il faut faire et il me transmet sa confiance. Et après, c'est à moi de faire les choses. Donc, l'objectif, c'est c'est un peu un second toi qui va venir analyser et puis te conseiller. Et puis, hors compétition, dans la vie de tous les jours, il est important. Certes, pour la préparation... pour les entraînements et tout ça, mais aussi, moi, il joue un vrai rôle dans ma vie, puisqu'en fait, il connaît ma vie, il connaît mes failles, il sait dans quelle période de vie je suis, si ça va bien, si ça va pas. Et donc, c'est quelqu'un qui vient accompagner, quoi. C'est plus que quelqu'un qui va te dispenser d'un entraînement. Il sait, il va être un repère, tu vois, si ça va pas, on peut l'appeler, donc ça, c'est super. Il nous connaît un peu par cœur, que ce soit physiquement et mentalement, et c'est clairement notre double, et il faut que ça soit notre double pour pouvoir recevoir les bons conseils en termes de connaissance de soi. Il arrive à se mettre à notre place, en fait. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de tes camarades d'entraînement qui sont devenus plus que des camarades, qui sont devenus même des amis. Et l'ambiance dans votre groupe, comment est-ce que vous la percevez, vous la décrivez? Personnellement, j'ai un groupe un peu aléatoire, parce qu'il y a plutôt des jeunes qui ont entre 6 et 11 ans, et après il y a plutôt le groupe des grands où ça commence à 16-17 ans et ça finit, ils ont 24-25 ans, donc c'est quand même assez varié, mais on s'entend quand même avec tout le monde et on se conseille tous entre nous, donc ça c'est bien, mais on a un groupe plutôt varié, nous, à Rouen. Nous, on rigole bien, franchement. On rigole bien parce que c'est des gens qui ont plus ou moins mon âge. Là, actuellement, dans le groupe, il y a 2 filles qui sont plus petites, Zélie et Noémie, qui ont, je crois, 16 ans. Enfin, ça tourne à cet âge-là et qui sont en progression. Donc ça, c'est sympa d'avoir des personnes qui débutent. Et puis, du côté des gars, on a Walid, Kader et Ayoub, principalement. Et en fait, je les vois presque à chaque fois aux entraînements. Donc... ça crée des relations qui sont sympas, et aussi dans la gestion des déplacements, tu vois. Par exemple, hier on était en compétition, on s'est réunis à 3 s'il n'y avait plus de RER, malheureusement, ça c'est les joies du transport, et du coup on s'est réunis à 3 pour prendre un Uber, et comme ça on a partagé les frais. Ouais, c'est pas mal de partager les frais c'est ça. Et donc en fait, tu vois, moi je les vois plus souvent que ma famille. Donc, même en étant finalement à Paris, c'est même. Tu les vois vraiment plus souvent. Je les vois pas tous les jours, mais pratiquement. Donc, ouais, c'est sympa. Puis comme on a le même âge, tu vois, on s'amuse bien. C'est ça qui est bien. Et on se conseille. Et chacun est attentif à l'autre, peu importe son niveau. Et c'est ça qui est très bien. Même les débutantes, le meilleur de la salle va regarder ce qu'elle fait et va l'encourager. Et c'est pareil en compétition. Donc ça fait une dynamique et une complicité qui est vraiment bonne, quoi. Au-delà du sport, Ethan, il y a un projet plus personnel. On va évoquer avec toi l'écriture de ton livre Crépuscule, dont c'est le titre. Comment est née l'idée de Crépuscule ? L'idée de Crépuscule, à l'origine, c'était un projet que je devais faire en cours. J'étais dans un atelier d'écriture de poésie à la fac. Et on devait faire un petit recueil de poèmes avec des contraintes imposées, des règles imposées. Et je m'y suis pris très au sérieux.
et j'ai décidé de l'envoyer à des éditeurs qui ont accepté de m'éditer, donc c'est très sympa. Mais ce projet, il naît surtout d'une forme de souffrance, tu vois. C'était le moyen pour moi de faire une thérapie sur des événements de la vie un petit peu compliqués. Donc ce livre, il est venu un peu en urgence, dans l'urgence d'aller mieux. Voilà. Et justement, pourquoi est-ce que tu as choisi de raconter cette histoire-là et pas une autre? Parce que j'étais dans un moment de ma vie où tout tournait autour de ça, tu vois. Dans les histoires qu'on peut avoir au niveau des agressions, de tout type qu'elles soient, quand tu sors de ces périodes-là, t'es dans l'urgence, tout envahi. Donc il fallait absolument que je dépose des mots sur ce qui s'était passé, sur la suite, le processus de guérison psychique. Donc c'est quelque chose que j'ai accouché vraiment rapidement parce qu'il le fallait. Et ça m'a permis aussi, tu sais, en déposant, en écrivant quelque chose, c'est presque comme si ça ne m'appartenait plus. C'est sorti de moi en fait quelque part. Ça t'a permis peut-être même de passer à autre chose. Oui, après. bien sûr, c'est ça. Et justement, qu'est-ce que tu cherchais à transmettre à travers Crépuscule? Est-ce qu'il y a une émotion, quelque chose en particulier? C'est difficile, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on termine sur une note d'espoir. C'est-à-dire, et d'ailleurs je tiens à passer un petit message, mais il y a beaucoup de personnes, notamment les hommes, qui ont honte, tu vois, de prendre soin d'eux ou de leur santé mentale. Pour un homme, aller voir une psychologue en 2026, il y a des clichés de oui, tu es faible, etc. Alors, c'est très important. Principalement le processus de guérison psychique. Parce que voilà, quand tu as des idées noires après un traumatisme, ça peut être compliqué, tu vois, tu vois pas le bout. Et avec de l'accompagnement, il y a toujours quelque chose qui tourne autour de l'espoir. Et le livre se finit sur une note d'espoir, donc c'est très bien, quoi. Et justement, est-ce que l'écriture de Crépuscule, elle t'a permis de mieux comprendre certaines choses sur toi-même? Pas tant que ça, parce que c'est surtout que c'est des choses que j'avais en moi, tu vois, qu'il fallait sortir. Ce qui m'a étonné, c'est que j'ai fait ça assez rapidement. En fait, je l'ai mûrement réfléchi avant, mais quand il était temps de l'écrire, ça s'est fait rapidement. Donc je pense pas, j'ai pas vraiment appris de choses sur moi, c'est plus quelque chose que je suis venu déposer, tu vois, comme quand tu viens te parler à, je sais pas, un ami ou quelque chose, je suis venu déposer ça et voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile pour toi dans l'écriture? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là ça va être compliqué, ou finalement il y a eu une complexité tout le long? C'est difficile parce que écrire trop vite ne guérit pas. Il faut faire attention à ça, je pense à Alice Develay, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui elle était une grande anorexique, et quand elle a déposé ses souffrances sur le papier, au début elle écrivait trop vite et donc elle se replongeait dans ses souffrances, tu vois, c'était un peu le risque. Donc j'ai décidé de prendre le temps et surtout de bien m'entourer, tu vois, parce que quand tu écris sur des choses qui sont compliquées comme ça, il faut prendre le temps, et au final pour pouvoir la guérison se fait pas pendant l'écriture, c'est un moment de souffrance, tu déposes ce que tu as déposé, la guérison se fait après, tu as lâché du lest, tu as lâché ce qu'il fallait, ça se fait après. Finalement la guérison elle a commencé au moment où tu finis ton livre sur la note d'espoir. C'est ça, exactement. C'est à ce moment-là que ça commence. Exactement. Et est-ce que le sport en général, en dehors de l'athlétisme et du saut à la perche, il a influencé ta manière d'écrire, ou même l'état d'esprit dans lequel tu l'as écrit? Le sport surtout permet d'extérioriser physiquement et mentalement. Physiquement parce que des fois tu peux bouillir un petit peu intérieurement. Dans la façon d'écrire, je pense pas, parce que j'ai l'impression d'avoir deux personnalités à part, c'est-à-dire une part de moi qui est sportif, qui durera pas toute ma vie, parce que au fur et à mesure tu te fais rattraper par les contraintes biologiques, mais la partie de l'écriture et de la création, ça je pense que c'est ce qui me définit vraiment au plus profond de moi-même, et je pense que c'est complémentaire en fait, les deux sont complémentaires. Et est-ce que si je te dis, tu as une phrase pour résumer le livre, ce serait laquelle? S'il y avait une phrase, ou même juste quelques mots. Quelques mots pour résumer
Ce livre, c'est difficile parce que on part d'un traumatisme que j'avais oublié. Donc il y a cette amnésie traumatique qui s'est défait. C'est très cliché, hein, mais en fait, il y a toujours une porte de sortie. L'important, c'est de trouver les bonnes personnes. Et moi, à ce moment-là, c'était une détresse. Hein. Les personnes que j'ai trouvées, ça a été le corps médical, tu vois. Et finalement, moi, je pense que toute personne qui souffre à un moment dans sa vie, pour n'importe quelle raison, il y en a plein, peut se permettre, si elle en a les moyens, d'aller voir quelqu'un. Parce que c'est essentiel. Tu vois, pour moi, ça devrait être comme un rendez-vous annuel chez le dentiste. Tu prends soin de ta santé mentale comme tu prends soin de... oui. C'est super important. Tu fais un petit check-up, tu vois ce qu'il en est. Et ça permet même des fois, même plus largement que de faire un petit check-up, ça permet de te dire ok, là j'ai besoin de prendre du temps pour moi, faut que je me pose. C'est ça, tu relâches, c'est ça, ouais, exactement. Ça permet aussi de reposer l'esprit, Ouais. même plus largement. Ouais, carrément. Parce qu'au-delà des performances, il y a aussi deux personnalités. On va essayer de mieux les connaître en dehors du cadre sportif. En dehors du sport, comment est-ce que vous définissez chacun? Ethan, c'est quelqu'un qui a vraiment une joie de vivre. Il est... À certains passages de sa vie, ça a été très compliqué, mais quand il est bien entouré et quand tout va bien, c'est vraiment quelqu'un de lumineux, je dirais. Et intellectuellement, c'est une tronche. Vraiment, il est performant dans ce qu'il entreprend intellectuellement, sa façon de parler, sa façon d'écrire, c'est admirable, franchement. Ah là là, merci, il y a beaucoup trop de compliments. Armelle, moi ce que j'admire chez elle surtout, c'est la force de caractère. Je vais avoir tendance à plus me laisser marcher dessus. Elle est solide, tu vois. Elle sait pas marcher sur les pieds. C'est ça, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. On a parlé du côté intellectuel, mais en fait, ça tourne très vite, hein, elle est très forte. Et puis, non, je pense que, je sais pas, c'est sûrement la nature, mais elle a une prédisposition qui fait qu'il éloigne de ce qui peut lui faire peur, dans la mesure où c'est quelqu'un de solide. Tu vois, c'est un peu un point d'ancrage. C'est un peu, ça va pas, c'est quelqu'un de solide. Tu peux t'appuyer sur elle, donc ça c'est vraiment super en fait. Et qui est le plus réservé, le plus ambitieux et qui a le plus de stress? Toi, dans les trois. Non. Le plus réservé. C'est difficile cette question. Hein. Le plus. C'est quand même toi parce que je dirais que t'as moins tendance à aller vers les autres. T'es moins à l'aise, je pense. Peut-être sur ça. L'ambition, je pense qu'elle est pareille des deux côtés. Et la dernière, c'était Le stress. Plutôt toi quand même. Mais c'est pas ça, c'est que moi j'ai été confronté à des taux de stress pas normaux, tu vois. Donc là, ça va. J'ai peut-être une tendance à plus stresser, effectivement. Mais au niveau de l'ambition, elle est tenace. Hein. Elle est tenace. T'es un peu tenace aussi. Hein. Ah, mais quand elle en veut. Elle en veut. Ah ouais. Qu'est-ce que l'autre ferait mieux que vous? Il a déjà sauté. Déjà sauté. Là, je suis à court d'idées là. Il écrit mieux que moi déjà. Je pourrais pas écrire un livre. Ça, c'est là-dessus on est totalement différents. Donc, il écrit un livre, je ne pourrais pas. Il est très bon conseil aussi. Quand une personne va mal, il conseille bien. Moi, je suis plutôt là à écouter. Je suis pas là à donner des conseils, j'écoute. Et je soutiens par ma présence, en fait. Lui, il soutient par ses mots, parce que, en fait, t'as un rapport avec les mots très puissant, et je ne l'ai pas. Donc... Oh, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Qu'est-ce que tu fais de mieux que moi? À peu près tout. Hein. Non, je sais pas. Elle a un lâcher-prise que moi, j'ai pas, tu vois. Elle a une personnalité qui est plus sereine. Et elle a une organisation qui fait qu'elle peut se permettre de profiter. C'est ça, en fait, elle a un lâcher-prise que moi, j'aimerais bien avoir. Hein. Puisqu'en fait, elle sait ce qu'elle veut. Elle connaît ses objectifs, tu vois, elle connaît ses ambitions. Mais
comme elle est très bien organisée, elle ne va pas se stresser inutilement à perdre de l'énergie dans ça. Donc, Est-ce que vous vous sentez complémentaires? Complètement, un très grand oui, ouais. attends, faut développer. Bah, développe. Si vous voulez développer, après, il peut y avoir des réponses vraies, ça n'empêche pas. Complémentaire. Écoute, moi je voulais une petite sœur quand j'étais petit. Je voulais une petite sœur. Veux exaucer, si je peux dire. là, Ouais, quand c'est même. ça. J'ai dit à mes parents, je veux une petite sœur pour jouer à la balançoire avec elle. Donc, tu vois. C'est pour ça. Non, vous avez plus que jouer à la balançoire, vous jouez à la perche tous les deux quand C'est même vrai, ensemble. c'est vrai, c'est vrai. Et non, en vrai, on est très complémentaires, surtout parce que on est, comme je te l'ai dit, on est fusionnel. Même cerveau, quoi. Oui, on fonctionne pareil. On fonctionne pareil. Et puis vraiment, le soutien est ouf. Quelle qualité est-ce que vous admirez le plus chez l'autre? Bah, je vais te laisser répondre, écoute, je vais y réfléchir. Ah, très bien. Je Yes. crois qu'il n'y a pas plus de réponses que toi. Alors, c'est vrai finalement, que à moi, ce je suis moment-là. dans l'idée. Quelle qualité tu as que j'aimerais bien prendre? Je pense que moi, je vais rester dans l'idée du lâcher prise. Le fait d'être détendu malgré des périodes de stress ou malgré des impératifs sociaux que tu peux avoir. Elle a un lâcher prise qui est assez dingue parce qu'en fait, elle se permet pas de ne pas réaliser ce qu'elle a envie de faire. C'est-à-dire, elle a une période de travail, elle sait qu'elle va bosser à ce moment-là, et après, elle arrive à lâcher prise. Donc ça, c'est très fort, quoi. Elle arrive à distinguer les deux. Moi, j'aime bien son côté doux et fusionnel qu'il a avec maman. Parce que, alors ça n'a rien à voir avec la perche, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus proche de mon père que de ma mère, et lui, c'est l'inverse. Donc ça fait un peu cliché d'ailleurs, mais c'est différent, oui, mais t'as un côté fusionnel avec maman que j'aimerais bien avoir aussi. En quoi votre relation, est-ce qu'elle a évolué avec le temps? Est-ce que le temps, il te dit, là, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui, qu'on n'a pas forcément fait avant, parce que notre relation, elle n'était pas prête, entre guillemets. Oui. Ok. Autorité be like. Non, quand on était petit, je sais j'étais très vicieuse quand j'étais petite. Je faisais des choses et je l'accusais et je mentais beaucoup quand j'étais jeune. C'est pas lui qui le dit, c'est moi. Et donc, Oh, la réponse, sans déconner, je me m'en doutais. et donc j'étais très très vicieuse par rapport à lui. Je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà. Et donc avec le temps, T'étais jalouse, en fait. j'étais jalouse. J'étais très jalouse. Et ouais. Parce qu'elle pensait que les parents ne l'aimaient pas comme ils m'aimaient moi. Tu vois? Donc, un petit peu. Un quand petit même. peu. Voilà. Mais bon, je pense que c'est le comble de l'enfant qui vient après. Peut-être, hein, je sais pas trop. Non, sinon, oui, il y a un moment où c'était un peu difficile, je pense, la période tout début adolescence. Mais en vrai, on a toujours été super potes. C'est bizarre de dire ça, mais je veux dire, on va toujours jouer ensemble dehors. En plus, comme on a vécu à la campagne très longtemps, on allait dans les champs, dans les arbres. Enfin, C'était le meilleur moyen. ah, c'est excellent. Oui, tu aimes bien monter dans les arbres, on l'a Oui, entendu oui. tout à l'heure. Voilà, on a encore eu la preuve tout à l'heure quand on t'a retrouvé encore en haut de l'arbre. Hein. N'est-ce pas, Ethan? Évidemment, quand c'est toi qui es là, alors on ne voit jamais Armel en haut d'un arbre. Hein, quand même. Elle reste sage. Après avoir regardé le chemin, on va maintenant se tourner vers l'avenir, vos ambitions pour les années qui vont arriver. Où est-ce que vous vous voyez dans 2 ou 3 ans? Dans 2 ans, sur le podium olympique à la plus haute marche, voilà, tranquillement, les ambitions sont claires. C'est totalement faux. Moi, c'est pas mal déjà comme ambition, franchement. T'es plus ambitieux que moi, je pense. Pour revenir pour la question de tout à l'heure. Non, moi, je me vois bien toujours être au club de Rouen, mais m'entraîner à Mondeville. On verra avec les résultats de Parcoursup, mais normalement, j'irai là-bas. Puis voilà, puis continuer mon petit train tranquille. Je serai en L3. Voilà, de psychologie. Et toi, Ethan, du coup, en Plus réponse sérieusement. très sérieuse à cette Plus question. sérieusement, l'objectif, c'est de continuer à faire les championnats de France chaque année. Et le prochain objectif, c'est d'aller chercher une médaille individuelle. Parce que comme l'année prochaine, je passe senior, on a accès à une compétition senior, les championnats nationaux. Et en gros, si tu fais 5m30 ou 5m40, tu es sur le podium quasiment. D'accord. Donc ça, c'est un objectif. Et pourquoi pas à long terme me qualifier au championnat de France élite, mais là... Là, c'est un autre niveau ouais, encore. là, c'est costaud. Donc sinon ça, et puis essayer d'avoir le concours pour être prof de français aussi. Ça serait bien. Comme ça, je pourrais me construire un petit peu. Mais oui, une petite médaille en individuel, ça serait pas mal, et continuer à progresser tranquillement, voilà, prendre du plaisir. C'est quoi votre plus grand rêve sportif?
Franchement, aller aux Jeux Olympiques, c'est complètement dingue. Je pense pas qu'on en ait d'autres. Hein. C'est déjà pas mal, C'est- hein, au tu niveau t'imagines. rêve, on est déjà bien. Hein. Tu vas aux Jeux Olympiques, c'est pour le symbole surtout. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Bah tout pareil. Elle a la même réponse. Tout pareil, voilà, c'est très bien. C'est quoi pour vous, là, les prochaines étapes concrètes dans votre apprentissage? Là, vous dites, il faut que par exemple, dans 6 mois, j'ai franchi telle barre. Est-ce que vous fixez des objectifs comme ça? Et sinon, vraiment l'étape que vous souhaitez franchir, disons rapidement. Moi, c'est pas spécialement une barre à franchir, c'est surtout un rythme d'entraînement. J'aimerais bien passer de 2 à 4, voire 5 par semaine, parce que 2, c'est vraiment insuffisant et c'est vraiment le rythme d'entraînement que j'aimerais modifier. Il faudrait, parce que là on est fin mai, donc il faudrait que d'ici la fin de juin, j'ai réalisé une perf qui soit très légèrement au-dessus de 5 mètres pour être sûr d'aller au championnat de France. Et ça, mine de rien, il y a quand même un sacré compte à rebours hein, pour faire la perf. Et au-delà de ça, peut-être battre mon record, ce serait sympa. C'est faisable. Hein. Mais comme on a commencé la saison il n'y a pas très longtemps, on se laisse un peu le temps. Mais Vous avez encore un peu de marge. c'est ça, mais il faut qu'on se dépêche quand même, parce qu'il nous reste plus qu'un mois et demi, grossièrement, pour faire pour bien se classer sur le bilan français pour aller au championnat de France. Si vous aviez vous, devant vous, vous avez vous il y a 10 ans, c'est quoi le message que vous voudriez lui dire? Question un peu plus personnelle là pour le coup. Alors moi, j'avais environ 8 ans, c'est très compliqué. Je ne saurais quoi dire. Honnêtement, je pense que j'étais beaucoup trop jeune. Mais surtout ne rien lâcher et poursuivre ses rêves. Ce serait surtout ça le message. Tiens le coup. Tiens le coup. Il y a des trucs difficiles, t'es pas au courant de tout, mais tiens le coup. Tu trouveras les réponses que tu cherches avec le temps. Voilà. C'est en fait vois plus loin que les problèmes que tu auras finalement. C'est ça. Faut tenir le coup. Surtout à cette période-là, à 10 ans, c'était un peu difficile, donc ouais, un truc un peu de soutien, tu vois. Disons, je te soutiens et tu verras. Ouais, c'est ça. Tu verras dans 10 ans finalement comme. C'est ça, exactement. Tu verras dans 10 ans, tout te sourira presque. Voilà. Et pour conclure cet échange, quelques questions plus personnelles pour résumer votre aventure et ce que vous retenez aujourd'hui. La première question qui vient, c'est si vous deviez vous résumer votre aventure, toute votre vie finalement, en 3 mots. Ce serait quoi? Wow. 3 mots. Détermination, c'est vraiment mon mot, détermination. Patience, parce qu'il faut être patient dans la vie. Faut être déterminé, faut être patient. Et j'ai réfléchi au 3e. 3 mots pour résumer une vie entière, c'est une vie C'est entière. dur, c'est dur et ça implique des choix finalement. 3 mots. Souffrance, résilience et amour. Et pourquoi si tu souhaites justifier? Amour parce que y a ma petite sœur. Non, plus sérieusement, l'amour de la famille, des proches, des amis aussi, surtout les amis, très important. Et la souffrance parce que ça a fait partie de ma vie une longue période, d'où la résilience qui va après. Voilà, tout simplement. Et mon 3e mot pour te suivre, c'est courage. Du coup, faut être courageux dans la vie. Donc détermination, patience et courage. Solide. Quel souvenir est-ce que vous voulez absolument garder toute votre vie? Vous dites celui-là, je peux pas l'oublier, je veux pas l'oublier, c'est un souvenir que je veux garder toute ma vie. Moi, je pense que j'ai deviné celui d'Ethan. C'est quand il est sorti de l'école primaire et que alors j'étais pas née, enfin je venais de naître justement et donc on me l'a raconté. C'était notre mamie qui est venue le chercher à l'école et qui lui a dit ta petite sœur Armelle elle est née. Voilà, donc je pense que c'est celui-là ton souvenir. C'est un très beau souvenir quand je l'ai vu pour la première fois, c'était pas mal. J'avais 4 ans, c'était pas mal. Ouais, je m'en rappelle aussi, c'était pas mal. Et toi, du coup, Armelle, ton souvenir que tu dis, je voudrais le garder toute ma vie celui-là? On le devine aussi. Allez. Moi, c'est quand je suis né, du coup, elle était là. Moi, je sais pas quel souvenir t'as envie de garder. Je sais pas trop. Mais en tout cas, le souvenir d'une enfance chaleureuse entre frères et sœurs, quoi. Ouais. Je pense. Ouais, toutes nos sorties ensemble, que ça soit les balades sur les bottes de foin, sur les
On était là, on marchait dans le champ, il y avait des vaches et des taureaux. On était là, on essayait de les contourner pour pas qu'ils nous foncent dessus. Enfin, vraiment, toutes nos sorties quand on était petits ensemble. Qu'est-ce que le public, qu'est-ce que vous aimeriez que le public comprenne en écoutant votre histoire? S'il y a quelque chose, vous dites, ça, je voudrais qu'ils retiennent et qu'ils comprennent qu'en fait, ça fait partie de moi, que c'est pas possible de séparer les deux. Faut pas s'arrêter sur les échecs. Faut rebondir sur chaque situation de la vie et savoir prendre du recul, vraiment prendre du recul et regarder les gens qu'il y a autour de nous. Moi, je regarde mon frère. Mais vraiment prendre du recul sur chaque situation et pas se laisser enfermer dans un cercle vicieux qui est peut-être négatif, mais prendre du recul, ouais. Et avoir des objectifs. Parce que là, on parle de sport, mais il y a beaucoup de personnes qui ne pratiquent pas le sport ou n'aiment pas forcément le sport, mais quelque chose qui nous motive et qui rythme nos journées, tu vois. Ça, c'est important, je pense. La dernière question, la dernière question qui va conclure tout cet entretien, c'est quoi la prochaine barre que vous avez vraiment envie de franchir? Vous dites, celle-là, si je la franchis, ce sera un nouveau cap de passer. Honnêtement, moi, ça serait 3,70 m. Je vais pas aller trop dans l'ambition, mais je suis pas non plus très pessimiste. Pour moi, 3,70 m, c'est faisable et ce serait vraiment une réussite personnelle importante. 5,20 m, accessible en plus cette année, mais surtout, ce qui est pas mal, c'est que ça constituerait un niveau de performance national 2. Donc ça m'intéresse, et puis ça me permettrait de battre mon record de 10 cm. Donc si on peut rester réel... Oui, 5,20 m, c'est bien. 5,20 m. 5,20 m et 3,70. Voilà. C'est pas mal finalement déjà, c'est un bel objectif à franchir, et puis bon, on va suivre puis comme ça, les performances avec plaisir. On va voir si d'ici la fin de saison vous arriverez. Comme ça, on laisse 1,50 m d'écart. Le fameux 1,50 m qu'on a discuté tout à l'heure. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux et merci à vous d'avoir accepté cette interview. Ouais, merci. C'est la fin de ce portrait consacré à deux parcours qui avancent côte à côte, entre exigence, progression et passion. À travers leurs témoignages, on découvre une discipline spectaculaire, le saut à la perche, mais aussi tout ce qu'elle implique au quotidien. Du travail, de la rigueur, un mental solide, un équilibre à trouver entre sport et vie personnelle. Leur histoire, c'est aussi celle d'un duo, entre soutien, émulation et complicité, où chacun construit son propre chemin tout en s'appuyant sur l'autre. Des premiers pas jusqu'aux objectifs à venir, ils avancent avec la même envie, continuer à progresser, franchir de nouvelles barres et aller toujours un peu plus haut. Et parce que chaque parcours mérite d'être raconté, je suis actuellement à la recherche de nouveaux profils pour les prochaines émissions. Que vous soyez sportif amateur ou confirmé, en club ou non, dans une discipline connue ou plus confidentielle, votre histoire m'intéresse. Derrière chaque performance, il y a un chemin, des sacrifices, des moments de doute, mais aussi des réussites et des valeurs fortes à partager. Si vous souhaitez faire découvrir votre univers, n'hésitez pas à me contacter directement sur les réseaux sociaux via le compte eric.journalisme sur Instagram ou encore TikTok. Portrait de sportif, c'est avant tout un espace d'expression ouvert à toutes celles et ceux qui vivent le sport avec passion. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles rencontres.